Depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, d'innombrables guerres et crimes de guerre ont eu lieu. La plupart d'entre eux ont été initiés et dirigés par le gouvernement américain et l'OTAN. Le prétexte de l'intervention militaire était toujours le même. Le peuple d'un pays devait être libéré d'un dictateur brutal ou d'un système de gouvernement antidémocratique. La prétendue démocratie et la liberté, basée sur le peuple et pour le bénéfice du peuple, comme on l'a prétendu, devaient être introduites. Des guerres ont été déclenchées et des pays bombardés au nom de la démocratie et de la liberté. Il existe un moyen simple de déterminer si même une seule de ces guerres qui ont été menées sous le couvert de la démocratisation était justifiée. C'est de comparer la situation du pays touché par la guerre avant et après la guerre. Si la guerre et la soi-disant démocratisation étaient vraiment pour le bien du peuple, les conditions de vie dans le pays après la guerre devraient être bien meilleures qu'avant la guerre. En d'autres termes, les conditions de vie dans le pays ne devraient pas être pires après la guerre qu'elles ne l'étaient avant, du temps du prétendu dictateur, sinon une guerre doit être condamnée comme contraire au droit international. Mais jugez par vous-même sur la base des 4 exemples suivants qui sont représentatifs de toutes les autres guerres dites de démocratisation. L'opération militaire internationale en Libye 2011. Avant, la Libye sous Kadhafi. La Libye avait l'un des plus hauts revenus par habitant du continent africain. Une partie des ventes de pétrole libyen était créditée directement sur les comptes des citoyens libyens. Il n'y avait pratiquement pas d'impôts, même les entreprises n'étaient que très peu imposées. Avoir un domicile, une maison, était considéré comme un droit de l'homme. Tous les nouveaux mariés recevaient l'équivalent de 45 000 € de l'État libyen. L'électricité, les soins médicaux et l'éducation étaient gratuits. Avant Kadhafi, seuls 25% des Libyens savaient lire. Après lui, 83%. Dans les années 70, Kadhafi a permis aux femmes de s'émanciper. Aucune tenue spécifique n'était prescrite et toutes les femmes avaient accès, si elles le désiraient, à une éducation de grande qualité. Il y avait des femmes médecins, des avocates, des ministres, des femmes d'affaires et aussi de simples femmes au foyer, tout ce qu'elles choisissaient. Kadhafi planifiait la création d'une banque et l'introduction d'une monnaie basée sur l'or pour l'Afrique, par laquelle la Libye aurait conduit toute l'Afrique dans la liberté. La liberté par rapport aux élites financières et aux impérialistes qui contrôlent les pays pauvres et leurs biens. En outre, Kadhafi était sur le point d'achever le plus grand projet de canalisation d'eau potable du monde à travers le Sahara, le projet dit Great Man-Made River Project, pour un meilleur approvisionnement en eau pour la population et pour l'agriculture. La Libye était un pays indépendant et prospère. Kadhafi a également aidé à contrôler les flux de réfugiés en provenance des pays africains. Il utilisait des standards européens pour leur accueil afin de limiter l'afflux en Europe. Après l'assassinat brutal de Kadhafi. Sous prétexte de protéger le peuple libyen de son chef Mouammar al-Kadhafi, la Libye a été bombardée pendant 7 mois par les forces de l'OTAN sous la direction des États-Unis. La guerre a coûté la vie à 50 000 civils libyens et au moins autant de civils ont été blessés. L'infrastructure économique de l'État a été détruite par les bombardements de l'OTAN. Les installations du grand réseau d'eau ont été attaquées et bombardées par l'OTAN, comme le montrent différentes vidéos de YouTube. Selon Global Research, un centre de recherche mondial basé au Canada, la guerre de l'OTAN contre la Libye a mis en péril l'avenir du projet d'eau potable et donc la prospérité du peuple libyen. Les 150 milliards de dollars de réserves de liquidités libyennes ont été gelés dans le monde entier et probablement perdus à jamais. Le pays a encore été plus secoué par des combats de milices rivales. Les attaques contre le gouvernement et l'assassinat de fonctionnaires gouvernementaux sont monnaie courante. Une guerre civile acharnée fait rage depuis 2014. Après Kadhafi, la Libye est devenue un paradis pour les gangs de passeurs qui conduisent sans entrave des réfugiés en Europe. La première guerre d'Irak, deuxième guerre du Golfe, 1990-1991. Avant.
En 1972, l'Irak a réussi à prendre le contrôle national sur ses réserves pétrolières, qui avaient été exploitées auparavant par des entreprises internationales. L'économie était en plein essor, ce qui a également profité à la population. En 1979, l'Irak avait des réserves d'argent d'une valeur de 35 milliards de dollars et était sur le point de devenir un pays industrialisé. Saddam Hussein a activement promu la modernisation de l'économie, de l'industrie, de l'administration, de la police, de l'agriculture et de l'éducation populaire. Avant 1990, le taux d'alphabétisation des filles dépassait 90%. Entre autres choses, les recettes d'exportation provenant de la vente de pétrole ont contribué à la mise en place d'un système de santé irakien complet qui, jusqu'au début des années 1990, était considéré comme le meilleur du monde arabe. L'Irak était un pays en plein essor. Après que Saddam Hussein a occupé le Koweït suite à un conflit au sujet des champs de pétrole, l'armée irakienne a été presque complètement vaincue par une coalition dirigée par les États-Unis. Pour justifier la guerre, des atrocités qui se sont révélées par la suite être des mensonges ont été rapportées dans le monde entier par les médias de masse. Parmi ces mensonges se trouve ce qu'on appelle le mensonge des couveuses. Par ailleurs, au moins 120 000 soldats irakiens et jusqu'à 55 000 civils ont été tués. Les dommages à long terme causés par les munitions à l'uranium appauvri sont dévastateurs. Depuis 1991, 1 500 000 Irakiens, dont plus de 550 000 enfants de moins de 5 ans, sont morts à la suite des sanctions économiques imposées à l'Irak. La destruction des stations d'épuration a transformé le fleuve Tigre en un égout à ciel ouvert. De 1990 à 2003, les États-Unis ont empêché l'importation de pompes et de chlore pour le traitement de l'eau. En conséquence, le taux de mortalité infantile est passé de 3,3% à 12,5% entre 1990 et 1997. La Seconde Guerre d'Irak, Troisième Guerre du Golfe, 2003. Le 20 mars 2003, les troupes américaines et leurs alliés ont envahi l'Irak au motif que Saddam Hussein aurait possédé des armes de destruction massive et coopéré avec Al-Qaïda. Les deux accusations ont ensuite été réfutées par le comité des services secrets du Sénat américain. Selon l'étude indépendante du Lancet, 600 000 civils sont morts en 2006, ce qui représente 90% de toutes les victimes. Rien qu'au cours d'une mission de 3 semaines en 2003, entre 1000 et 2000 tonnes de munitions à l'uranium ont été utilisées par les États-Unis. À Fallujah, une ville située à 70 km de Bagdad, la contamination radioactive serait des dizaines de fois plus élevée qu'après la bombe d'Hiroshima. Depuis lors, un nombre croissant de bébés terriblement déformés naissent sans tête, avec 2 têtes ou des membres manquants. D'innombrables crimes de guerre cruels commis par les troupes américaines ont été révélés au public, et en partie par Wikileaks. Depuis le retrait des dernières troupes américaines d'Irak en 2011, l'Irak est dans une situation similaire à une guerre civile. Guerre de Syrie depuis 2011. Avant. La Banque centrale syrienne était détenue et contrôlée par l'État et n'avait pas de dette envers le Fonds monétaire international, FMI. Bachar al-Assad, le président syrien, a initié la démocratie quelques années avant la guerre. Avant 2007, la Syrie était un pays tellement riche et prometteur qu'elle a pu accueillir 2 millions de réfugiés irakiens. Le système de santé était gratuit. Pour protéger la population contre les risques sanitaires, les semences génétiquement modifiées OGM n'étaient pas autorisées. La Syrie, qui dispose dans son sous-sol d'énormes réserves de pétrole et de gaz, participait à la construction d'un oléoduc avec l'Iran sans la participation des géants pétroliers occidentaux. La population syrienne était très bien informée sur le nouvel ordre mondial. Les médias et les universités débattaient de l'influence de l'élite du pouvoir global. La Syrie protégeait son identité politique, culturelle et nationale. Après. Au cours du printemps arabe de mars 2011, il y a eu un conflit entre le gouvernement de Bachar al-Assad et divers groupes d'opposition.
Peu après, des groupes lourdement armés sont entrés dans le pays et sont intervenus dans la guerre civile contre Assad. Selon les chiffres les plus récents des Nations Unies, plus de 250 000 personnes ont été tuées à ce jour. Sans les chiffres non officiels, un tiers d'entre eux étaient des victimes civiles. Plus de 3 800 000 Syriens ont fui à l'étranger, dont plus de la moitié sont des enfants. Actuellement, le plus grand nombre de réfugiés en Europe provient de Syrie. Toutes les sources de revenus ont été supprimées par les sanctions économiques occidentales. Les exportations de carburant, de pétrole et de technologie ont été interdites. Les marchandises importées comme le blé se font rares et il y a une pénurie de pain. La nourriture est 2 fois plus chère qu'avant la guerre. Selon Joshua Landis, professeur à l'université d'Oklahoma, c'est entre autres choses la stratégie des États-Unis pour affaiblir les Syriens et les forcer à se rendre. En prétendant que la Syrie avait utilisé des armes chimiques, les États-Unis, avec les États membres de l'OTAN, ont tenté d'entrer en guerre. Cependant, on n'a jamais pu prouver qu'Assad avait utilisé des armes chimiques. Au contraire, il les a même fait détruire. La guerre en Ukraine depuis 2014. Avant la guerre, l'Ukraine était un pays neutre dans le conflit Est-Ouest et un pont entre la Russie et l'UE. L'adhésion à l'OTAN n'était pas prévue. Grâce à l'accord de Kharkov d'avril 2010, qui a permis à la flotte russe de la mer Noire d'être stationnée en Crimée jusqu'en 2042 au moins, l'Ukraine a reçu du gaz naturel russe à prix réduit. Brzezinski, ancien conseiller à la sécurité de Jimmy Carter, décrit l'Ukraine comme le cœur de l'île du monde, c'est-à-dire l'Eurasie. Celui qui contrôle l'Ukraine gouverne le cœur du monde, et donc le monde. Après la destitution anticonstitutionnelle du président Viktor Yanukovych à Kiev le 22 février 2014, le nouveau gouvernement a envoyé des troupes contre les régions orientales de Donetsk et Lugansk qui n'avaient pas reconnu le changement de pouvoir et avaient proclamé des républiques populaires indépendantes. Victoria Nuland, secrétaire adjointe aux affaires étrangères des États-Unis, a involontairement témoigné lors d'une conversation téléphonique sur écoute que les États-Unis avaient investi 5 milliards de dollars pour amener au pouvoir en Ukraine un nouveau gouvernement dirigé par les États-Unis. Environ 6 000 personnes ont été tuées à ce jour, sans les chiffres non officiels. 15 000 ont été blessés et près de 3 millions de personnes ont fui leur domicile. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 150 000 personnes ont cherché protection en Russie. Des coups de feu sont tirés quotidiennement dans l'est de l'Ukraine. Les maisons sont bombardées et l'infrastructure technique est gravement touchée. Dans de nombreuses villes, il n'y a de l'eau et de l'électricité que pendant quelques heures, et même maintenant plus du tout dans certaines villes. En Ukraine, le niveau de vie s'est considérablement détérioré depuis la destitution de Yanukovych. Près de 80% de la population ukrainienne vit autour du seuil de pauvreté. Avant que Yanukovych soit destitué, la pension retraite minimum était d'environ 120 € par mois. Elle est maintenant de 40 €. Le salaire minimum qui tournait autour de 90 € par mois est maintenant de 50 €. Aujourd'hui, le salaire moyen est d'environ 120 € par mois. Pour la période de 2010 à 2013, l'inflation était de 3,5%. En 2015, elle était déjà de 40%. Au cours des 2 dernières années, l'inflation a été de 30% pour les transports et de 200% pour le carburant. Le prix des aliments a été multiplié. Les aliments de base, tels que pain, viande, lait, ont augmenté de 40%. L'électricité et le gaz, de 110%. Une nouvelle augmentation des prix est prévue tous les 6 mois. Les sociétés étrangères élargissent leur influence sur le secteur agricole ukrainien, comme les sociétés de biotechnologie telles que Monsanto, Cargill et DuPont. Selon des députés ukrainiens, le gouvernement de Kiev est sous le contrôle total du gouvernement américain. Selon le projet de loi 2953 de mai 2015, l'Occident doit être autorisé à stationner des armes nucléaires en Ukraine. Les États-Unis sont prêts à risquer une guerre en Europe
pour maintenir leur présence militaire et leur suprématie. D'après ces faits, avant, après, une conclusion s'impose. Les guerres peuvent difficilement être justifiées et certainement pas sous le prétexte de la démocratie et de la liberté. Toutes ces guerres et d'autres, comme les guerres en Yougoslavie, en Afghanistan depuis 2011, la guerre civile somalienne ou l'intervention militaire au Yémen en 2015, toutes ces guerres n'ont été possibles qu'au moyen de mensonges délibérément répandus pour diffamer le pays cible. D'autres prétendues démocratisations et changements de régime dans des pays comme l'ex-Yougoslavie, la Slovaquie, la Géorgie ou le printemps arabe, ainsi que dans tous les pays futurs, doivent également être envisagés sous cet angle. La question est maintenant de savoir si, au nom de la démocratie, une guerre ou une intervention militaire va à nouveau être justifiée par les politiciens et les médias, si le peuple écoutera cette argumentation ou s'il croira à nouveau à la propagande du mensonge et de la guerre. Aidez-nous à apprendre à tous comment comprendre à temps les mensonges et la propagande et comment dire d'une seule voix, au moyen d'informations générales, plus jamais la guerre, on n'y participera pas.